Et bonjour à tous, c'est Louis Geoffrey, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie organique et pour un nouvel oral de Polytechnique dans lequel pardon, on va pouvoir s'attaquer à la réaction de Reformatsky, qui est donc du coup une réaction qui met en scène des dérivés organométalliques, et plus précisément des dérivés zincites, comme alternative à des énolates, pour une plus grande sélectivité. Du coup, la réaction de Reformatsky, donc c'est une réaction qui est vraiment classique, que j'avais vu plusieurs fois en préparant des oraux, en particulier du coup des oraux XNS. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, pour que vous puissiez à la fois voir un peu mieux ses tenants, ses aboutissants, si par hasard vous la croisez dans une synthèse, et en même temps pour que du coup vous puissiez être un peu moins perdu en termes de mécanisme, et peut-être pour voir des choses concernant donc, les nucléophiles classiques que vous verrez en chimie orga en prépa, à savoir les anolates et les dérivés organométalliques. Ici, particulièrement les dérivés organozincites, même si vous allez voir qu'avec des parallèles, ça marche parfaitement. Enfin, ça marche exactement pareil pour des dérivés organométalliques. Ok, donc du coup, le concept en fait de base, en fait, pourquoi est-ce que du coup on va passer donc par ce dérivé bromo un peu chelou et qu'on va rajouter du zinc. L'idée c'est qu'on voit qu'on va en fait à la fin, l'idée c'est d'essayer de former un produit qui ressemble à un produit d'aldolisation. Donc pour ça, on va prendre par exemple ici hop, une cétone, on va prendre ici le composé qui nous intéresse à côté. Et puis, du coup, on sait que pour former donc, ce produit-là, évidemment, le produit qui nous intéresse, c'est ce produit-là après hydrolyse. Donc, on va remplacer le groupe BRZN par un hydrogène. On va obtenir ici un alcool en bout de chaîne. Et donc, du coup, bah, en fait, on sait former ce produit de manière assez simple. Ici, on peut remarquer qu'on a anciennement une cétone qui a été attaquée par un nucléophile. Juste à côté, on voit qu'on a quelque chose avec une double liaison, enfin qu'on a en fait un carbone qui est en alpha d'une double liaison CO, donc on se doute qu'on va pouvoir former un énolate. Bon, ici on avait un ester, donc c'est pas exactement un énolate, on va dire que c'est l'analogue d'un énolate d'ester. Et du coup, bah, on sait pouvoir former tout ça, donc on va utiliser ces deux produits, on va se placer dans un milieu basique avec une base forte. Et du coup, bah, vous connaissez le mécanisme. On va venir déprotoner ici le carbone en alpha qui nous intéresse. On va venir passer par un anolate d'ester. Et on va venir s'additionner sur le carbone électrophile ici, vient de l'acétone. Donc je fais peut-être rapidement un rappel de cette réaction qui du coup, ça c'est complètement du cours. Donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hop, avec ici un hydrogène, qu'on va venir arracher avec une base forte. Pour passer par un anolate d'ester. Par une réaction acide-base, on va obtenir, hop, j'écris pas forcément toutes les formes mésomères, hein, ici on en aura un peu plus. D'ailleurs le pK du coup de cette espèce là est un peu plus supérieur au pK des cétones classiques, puisqu'on voit qu'ici on a un carbone qui est un peu moins électrophile. On a aussi le groupe d'honneur ici de mésomère d'honneur de cet oxygène. Donc voilà, donc on va obtenir cette forme là. Bon finalement je vais quand même faire des petites formes mésomères, bon je les ferai pas toutes. Et on obtient donc cette forme là, donc de nouveau en carbonium. Et puis ensuite, après, on fait réagir cette espèce-là sur le carbone électrophile ici de l'acétone. Et après, il suffit juste de faire une hydrolyse. On va obtenir directement le produit souhaité. Donc ça, c'est une réaction qui marche bien. On pourrait... oui, non, c'est essentiellement la réaction qu'on va utiliser. Le seul problème ici, c'est qu'en fait, on va avoir un rendement moisi. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que l'énolate, c'est un nucléophile qui est vraiment très 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 bon. Et en fait, bah, où est-ce que c'est... Enfin, et a priori, on va devoir mettre une masse suffisamment forte pour pouvoir déprotoner du coup cet hydrogène ici. On a vu que cet hydrogène, il était a priori moins acide que l'hydrogène qui était en alpha des cétones. Parce que, à cause donc, du groupe ici mésomère d'honneur de cet oxygène qui va venir du coup rendre ce carbone moins électrophile et donc rendre ce H moins acide. Du coup, en fait, ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, mettre ces deux réactifs avec une base, on aimerait obtenir ce produit-là après hydrolyse. Mais en fait, c'est vraisemblablement pas du tout ce qu'on va obtenir. Parce que vraisemblablement, on va venir plutôt déprotoner ce truc-là. On va donc obtenir un énolate comme ceci. Et ensuite, après, on va faire réagir ça sur le carbone ici électrophile et bien de l'ester. Et on peut s'attendre en plus à avoir un système d'addition-élimination parce que bah, l'alcool va pouvoir partir comme il faut. Donc en fait, on s'attend plutôt à un mécanisme de ce genre-là. Hop, on va taper par ici. Donc on va d'abord avoir une addition nucléophile. Donc on va obtenir, hop, ici, un alcool. Ça va partir juste après, comme on va pouvoir le voir. Là, du coup, ici, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, hop, un truc comme ça. Et après, bah, du coup, on va avoir sûrement élimination de l'alcool pour arriver à ces produits-là. Hop, et donc là, on a de nouveau deux trucs. Est-ce que je sais pas un carbone hypervalent? Est-ce que là, j'ai un truc comme ça? Ok, attendez, je vais redessiner le produit. On va obtenir ça plutôt. Donc là, on a le carbone qui est juste ici. Et après, on a ici une double liaison. Hop, un truc comme ça. Donc là, on va pouvoir obtenir une dicétone, plus évidemment un éthanolate ici. Donc on obtient une dicétone, sauf que du coup, bah, c'est pas du tout le produit qu'on veut. Et après, en plus, on voit que c'est catastrophique parce que du coup,
Ces produits restent dans notre action. Donc ici, on a de nouveau un H qui va être ultra acide, parce qu'on est en alpha de 2 cétones, donc on a un pKa qui est à peu près de l'ordre de 10, donc beaucoup plus faible que le pKa ici qui est de l'ordre de 20, de 18 pardon, parce qu'on est sur une cétone, en 20 c'est plutôt pour l'aldéhyde. Non, l'inverse, pardon. On a bien pK de 20 ici, parce qu'on est sur la cétone, justement. Bon, bref, dans tous les cas, on voit que ça va être catastrophique, parce qu'après, on va venir donc arracher le H ici, on va recréer un nucléophile qui est pas du tout le nucléophile qu'on veut, et on risque de même pouvoir se radditionner sur une deuxième ester, et en fait, on va obtenir plein de produits dans des proportions qui sont pas énormes. En tout cas, on n'obtiendra aucun produit avec une proportion, je sais pas, plus grande à 80-90%. Et en fait, on va obtenir un produit un petit peu qui nous intéresse à l'intérieur. Mais ce produit-là, on en aura peut-être, on en aura peut-être juste quelques pourcents. Donc c'est pas très intéressant, quoi. Et du coup, en fait, on voit qu'au final, si on veut arriver à ce produit-là avec une formation d'énolate classique, bah en fait, bah, c'est pas hyper efficace quoi, comme méthode. Parce que on risque surtout de pas le former lui, de former plein d'autres produits parasites, et on va avoir un rendement qui sera catastrophique. Donc c'est pour ça que ça peut être utile de pas passer par lui. Le problème évidemment ici, c'est qu'en fait on voulait faire réagir le carbone le moins, en fait on voulait arracher le H le moins acide pour faire réagir sur le carbone le moins électrophile. Donc ça, enfin bref, on voit que du coup c'est terrible parce que ça fait deux coups sur coup, des réactions qui vont pas du tout être quantitatives. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur complètement autre chose et qu'on va passer, comme on peut le voir ici, par en bromant du coup le carbone qui est ici. Plutôt que d'arracher un hydrogène pour former un énolate d'ester, on va passer par un brome. Et en mettant du zinc, on va pouvoir former un intermédiaire, en fait on va former un organozincite. Parce que du coup, puisqu'ici on a un dérivé halogéné, en mettant un métal, donc un métal pur, on a envie de penser qu'on peut éventuellement former un complexe, un peu comme on pourrait faire un organomagnésium. Après tout, bon, je rappelle encore peut-être vite fait, mais si on prend un dérivé halogéné quelconque, bon, je vais rester sur du brome ici, et qu'on rajoute du coup ici du magnésium solide, on sait que dans une synthèse, bon, je vais pas forcément repréciser toutes les conditions opératoires, mais on sait qu'on est capable de former un organomagnésium. Voilà. En fait, ici, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, on voit pas très bien. Je crois que c'est plus au programme actuel. C'était au programme précédent, je crois que ça l'est plus. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un complexe de magnésium. Puisque du coup, le magnésium est un métal. Et on lui a accroché deux ligands. On lui a accroché un ligand brome. Et on lui a accroché un ligand carboné. En fait, le nombre d'oxydation du magnésium ici est augmenté de 2. Parce que du coup, ici, on avait un nombre d'oxydation qui valait 0. Ici, maintenant, on a un nombre d'oxydation qui vaut plus 2. Parce que du coup, on est à la fois attaché à un brome, qui est plus électronégatif, et à la fois attaché à un carbone, qui est plus électronégatif que les métaux. Du coup, ici, on est passé donc d'un nombre d'oxydation qui valait plus 0 à plus 0, à un nombre d'oxydation ici qui vaut plus 2. Donc en fait, en plus, on a additionné des choses sur le magnésium. Donc on a réalisé quelque chose qu'on appelle une addition oxydante. Ça va marcher quand on va mettre du magnésium sur un dérivé bromé. Je vais rapidement vous présenter un mécanisme possible pour cette addition. Donc le magnésium possède 2 électrons de valence puisqu'il est à son numéro atomique Z égale 12. Donc on va avoir ici la couche qui sera pleine avec les 10 premiers électrons et donc 2 électrons de valence. Et du coup, bon, ça dépend si vous représentez les 2 électrons comme un doublé ou comme des électrons non appariés. Mais du coup, si vous les représentez comme des électrons non appariés, vous allez avoir un mécanisme qui va ressembler à ceci. Avec du coup des flèches simples et des mises d'électrons communs, pour finalement donc obtenir ce qu'il faut. Et si vous représentez plutôt le doublé du magnésium avec un doublé non liant, du coup vous pouvez récupérer. Bon, ça évidemment c'est peut-être un peu moins convenable parce que le magnésium a pas trop de chance d'aller attaquer des choses, mais vous pouvez éventuellement représenter le brome ici, qui va venir attaquer avec son doublé sur le magnésium, et le magnésium qui lui à l'inverse va venir attaquer sur le carbone. Cette fois-ci on met bien des flèches pleines et pas des flèches avec un seul trait, parce que cette fois-ci on déplace bien des doublés et pas des électrons célibataires. Dans tous les cas vous obtenez exactement la même chose, à savoir un complexe de magnésium. Ok. L'idée c'est qu'en fait le complexe de zinc ça va fonctionner de manière très similaire. Donc quand on va venir placer notre dérivé bromé avec notre zinc, en fait on va également obtenir un dérivé, donc encore une fois un dérivé organométallique, qu'on va cette fois-ci appeler un dérivé, un organozincite, et pas un organomagnésium, voilà, bon, le terme c'est organozincite. Donc le zinc ce qui est cool c'est que le numéro atomique c'est 30, du coup je vais vérifier avec la règle de Kleczkowski, mais il a aussi 2 électrons célibataires, donc là-dessus ça va fonctionner exactement comme le magnésium. Et on aura exactement un mécanisme similaire d'addition, donc ça dépend si vous considérez que c'est un doublé, parce que le magnésium s'ajoute sur le carbone, et le brome va s'additionner sur le magnésium, avec des flèches doubles, ou alors si vous considérez qu'il a 2 électrons non appariés, ce qui est plutôt proche de la réalité, et du coup vous allez avoir à chaque fois ici cette liaison, qui va venir se casser en deux pour additionner le magnésium entre les deux. Donc enfin, du coup ici le 5. Bon, dans tous les cas ici vous allez obtenir un truc qui ressemble à un organozincite, et ça du coup c'est aussi un organomagnésium. Et en fait on a... Enfin, pardon, c'est pas du tout un organomagnésium, mais en fait c'est aussi un complexe. Parce que du coup on peut de nouveau voir ça comme un métal, donc le zinc, qui est additionné à un brome et qui est additionné à un dérivé carboné. Et encore une fois, du coup le zinc qui est moins électronégatif et que le brome et que le dérivé carboné, va avoir du coup un numéro d'oxydation qui va être égal à plus 2 ici, alors que là il était égal à 0.
Et en plus de tout ça, on va donc de nouveau avoir des propriétés qui nous intéressent, à savoir une certaine nucléophilie de ce carbone-là. Et du coup, par en fait la liaison ici carbone-zinc. Pourquoi? Parce que du coup, le zinc étant moins électronégatif que le carbone, en fait, il va venir donner une partie de ses électrons au carbone. Et en fait, ici, on a partiellement une liaison qui est covalente, et on a partiellement une liaison qui est ionique. On est dans un métal. Donc je crois que c'est des trucs qui s'étudient plus trop en fait en prépa maintenant. Mais en tout cas, ici, on a une liaison, à cause en fait du fait qu'on est dans un complexe, on va avoir une liaison qui va être partiellement covalente, partiellement ionique. Et du coup, typiquement, c'est pour ça que l'organe magnésien, c'est si réactif. C'est parce que du coup, en fait, ce que j'écris ici comme quelque chose de covalent, en fait, je pourrais techniquement le réécrire comme un carbanion plus un magnésium chargé avec une lacune du coup et à relier un brome. Du coup, là, évidemment, on a un carbanion et on sait que les carbanions sont hyper réactifs. C'est des bases hyper fortes, autour de 50, comme l'organe magnésien, et c'est super nucléophile. Donc, du coup, l'organe des incites, ça va être exactement pareil, sauf qu'on va voir si c'est plus ou moins fort comme nucléophilie par rapport à l'organe magnésien. En fait, ça va être moins réactif que l'organe magnésien parce que le zinc, c'est plus enfin, c'est plutôt plus électronégatif que le magnésium. Donc on a plutôt kit de magnésium qui va être du coup inférieur à kit de zinc. Ça vous pouvez le voir parce qu'il y a du tableau périodique des éléments. Le magnésium c'est vraiment tout à gauche, c'est sur la deuxième colonne. Le zinc c'est quand même moins à gauche, qu'on est sur la 12e si je dis pas de bêtises. Donc ça reste en métal, donc ça reste pas trop électronégatif, mais ça est quand même un peu plus que le magnésium. Évidemment ça c'est inférieur en électronégativité au carbone. Et du coup vous savez que vous allez retrouver ici une liaison qui va être partiellement ionique, partiellement covalente, et donc ici en caractère nucléophile à cette liaison, parce que vous avez un truc qui peut ressembler à un carbanion, mais ça reste quand même beaucoup moins marqué qu'avec un magnésium. Tout comme ça resterait beaucoup moins marqué qu'un lithium par exemple. C'est vrai que le butyllithium est en fait un carbanion. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bases, genre le butyllithium 1, 2, 3, 4, et puis elle dit comme ça. Bon voilà, ça c'est un carbanion en fait, parce que c'est ça. Bon, voilà, je ne rentre pas forcément plus dans les détails. Ça c'est une base hyper forte du coup. Mais bon. Ok, donc du coup déjà là on voit pourquoi est-ce qu'on forme enfin pourquoi est-ce qu'on va passer plutôt par un dérivé bromé. Donc je rappelle le réactif de base. Hein. Le réactif de base, au lieu d'utiliser du coup donc cet ester, on va plutôt passer à cet ester. Avec ici un brome. Hop. Ok. Et du coup ici on voit donc l'intérêt de passer plutôt par ce bromoester. C'est justement que du coup on va pouvoir venir réaliser une addition oxydante en mettant du zinc solide. Et donc on va pouvoir passer par un organodincite qui est du coup nucléophile. Donc c'est génial parce que c'est ce qu'on veut. Sauf qu'en fait c'est quand même moins nucléophile que les nolates et c'est quand même moins nucléophile que l'organe de magnésium. Et donc du coup cette nucléophilie qui est suffisamment, enfin cette nucléophilie du coup qui est marquée mais pas trop marquée, elle va nous permettre de pouvoir réagir sur le carbone fonctionnel de l'uncétone qui est électrophile, mais elle ne pourra pas nous permettre de réagir sur le carbone électrophile d'un ester ou d'un bromoester. Parce que, en fait, on rappelle, hein, mais du coup, ici on a un doublé noyon qui peut être donné sur ce carbone-là. Du coup, on a un effet mésomère donneur, et ça fait qu'ici on a un carbone qui est enrichi en électrons et qui est moins électrophile que le carbone de l'acétone. Donc en termes d'électrophilie, on a acétone qui est plus électrophile que l'ester. Ok, et du coup c'est trop bien parce que en plus, donc non seulement ici le nucléophile qu'on a formé va être suffisamment puissant pour aller attaquer l'acétone et pas suffisamment puissant pour attaquer l'ester, et en plus le deuxième truc qui est bien, c'est qu'en mettant du zinc, on est sûr qu'on va uniquement venir former l'analogue de l'unate qui nous intéresse, enfin c'est-à-dire qu'on va uniquement venir réagir avec l'ester et qu'on va pas du tout venir réagir avec l'acétone. Du coup on voit qu'on a considérablement augmenté le rendement qu'on pouvait avoir, parce qu'on est passé d'une réaction où on allait surtout obtenir des produits qu'on voulait pas, et où le produit qu'on voulait, c'est-à-dire celui-là, on allait l'obtenir vraiment très peu, parce qu'on demande d'arracher le H le moins arrachable, puis de réagir sur le carbone le moins favorable, et en fait on passe de ça à totalement autre chose. Enfin non, je dis ça, le carbone électrophile c'est quand même majoritairement l'acétone, donc on allait quand même obtenir un peu plus ce produit que ce que je disais tout à l'heure, mais bon, c'est clairement pas celui qui a obtenu de manière majoritaire. Ici c'est totalement le cas. Donc on est très content. Ok, donc ça du coup c'est la base de l'idée. La base de l'idée. Bon, c'est un petit peu la base de la réaction de Raffermatsky. Évidemment, on pourrait du coup se questionner comment est-ce qu'on passe de là à là, donc comment est-ce qu'on brome cet ester. C'est compliqué, j'ai rien trouvé de hyper simple, donc pour passer directement de cet ester à cet ester bromé. Donc ça veut dire qu'au préalable dans la synthèse, il faut faire d'autres étapes. Je rentrerai pas plus dans les détails ici. Dans tous les cas, maintenant on va juste montrer le mécanisme et on va voir que du coup ça va nous permettre de pouvoir atteindre le produit qu'on veut. Donc le mécanisme, je le présente aussi parce qu'il a un poil pas si évident que ça. Donc évidemment on va partir de notre bromo ester. J'aurais peut-être pas dû le dessiner avec cet angle-là. Je le dessine avec cet angle-là plutôt. Ok. On va partir de notre bromo ester. On va venir ajouter du coup du zinc solide. Du coup, si je réutilise la notation qu'on a tout à l'heure, donc le zinc a bien 2 électrons de valence, hein, je crois que je l'ai déjà précisé. On va avoir un truc qu'on va appeler une addition oxydante.
a priori ça va être sens unique, donc addition oxydante, pardon, pour obtenir du coup un bromo, enfin un organozincite. Hop. Ok, c'est le produit qu'on va venir obtenir. Et du coup, ensuite, une fois qu'on a obtenu cet organozincite, en fait, on va devoir l'obtenir 2 fois. Parce que, en fait, bon, le mécanisme va quand même passer par l'analogue d'un nanolate, vous allez voir. Et donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, on va le former 2 fois. Et du coup, pour activer ensuite, pour montrer vraiment la nucléophilie du coup de cette liaison carbone 5, bah, en fait, on va passer par un composé légèrement différent. C'est-à-dire qu'on va faire réagir un bromozincite avec un autre bromozincite. Et par une réaction, on va former en fait 2 analogues de nanolate d'ester. Hop, puisque du coup, en fait, l'idée c'est que cette liaison va se rabattre ici. Cette liaison-là va venir capturer le zinc là, qui permet du coup à cette liaison de se rabattre, et qui permet du coup à cette liaison de rattraper le zinc là. Et du coup, bah, en fait, on voit que du coup, pour ce produit-là, on va venir former l'analogue d'un nanolate d'ester avec cette fois-ci non pas un oxygène chargé, mais un oxygène qui possède du zinc. Et ça va être exactement la même chose pour ce produit-là. Du coup, on va obtenir ici 2 fois cette espèce-là. Là, on voit pas, c'est une double liaison. 2 fois cette espèce-là, avec ici ZNBR. Et puis ici, hop. Ok, on va obtenir ce produit-là 2 fois. Et après, bah, ces produits-là, du coup, il suffit de l'ajouter sur l'acétone, parce que du coup, maintenant, on a bien identifié ici qu'on avait un 7 nucléophile. Et donc, on va repartir, évidemment. ZNBR. Hop. Plus l'acétone. C'est bien ici le carbone le plus électrophile. Et donc, du coup, encore une fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce doublé en fait qui va se rabattre là, ce doublé qui va venir attaquer l'acétone, et l'acétone qui va venir récupérer le zinc. Et donc du coup encore une fois ici on va avoir une addition nucléophile, et donc on va avoir cette fois-ci, faut que je représente un peu mieux, mais là je vais avoir mon oxygène là, là je vais avoir donc l'ester qui est reformé, le carbone ici, into directement, check, et là je vais pouvoir avoir directement ZNBR. Hop. Je vous laisse vérifier qu'en termes de manipulation, c'est correct ce qu'on a fait. Et donc, bah, du coup, on obtient le produit qu'on veut, parce qu'on rappelle que c'était le produit qu'on avait au tout début, juste là. Donc, on est très content. Évidemment, après, il suffit juste de faire une petite hydrolyse, et on va obtenir, après hydrolyse, H2O, H+, donc juste on passe en milieu aqueux-acide, on va obtenir immédiatement le produit avec l'alcool qui nous intéresse. Hop, ok. Et donc bah voilà, bah, on a le produit qu'il faut. On voit qu'ici, donc au niveau du mécanisme, il n'y a rien de hyper sorcier en soi. Ce qui peut être un peu technique, du coup, c'est d'une part l'addition oxydante, si par hasard on vous la demande. Donc c'est bien, a priori, en tout cas c'est le mécanisme que je préfère, une flèche simple sur cet électron, une flèche simple sur cet électron-là. Donc on appelle ça une addition oxydante, parce qu'on a une addition sur le complexe de zinc. Et c'est bien oxydant, puisque du coup le zinc passe d'un numéro d'oxydation 0 à un nombre d'oxydation 2, plus 2. Et après, du coup, ici, cette étape-là peut être un poil compliqué, parce que du coup, pour passer en fait de cette forme-là à cette forme-là, c'est-à-dire plus ou moins passer donc de la cétone à l'énol, hein, typiquement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Bah, en fait, on est obligé d'utiliser, enfin, on est obligé, non, mais on a pu montrer qu'en fait, on utilise deux molécules qui réagissent l'une sur l'autre et qu'on n'a pas de réaction intramoléculaire. Donc là, bon, ça c'est un truc que vous pouvez pas forcément deviner ni savoir après avant l'avoir vu en fait. Donc ça c'est plus de la culture que réellement quelque chose que vous pouvez deviner. Mais du coup en fait on évite un mécanisme monomoléculaire où on passe de l'énol à l'aldéhyde comme ça. On n'a pas du tout quelque chose de monomoléculaire, on a bien quelque chose qui est bimoléculaire, et du coup c'est à chaque fois deux analogues de cétone qui vont passer à deux analogues d'énol, et voilà, ça c'est 2 par 2. Donc bon, ça c'est technique et il faut le savoir. Et après à partir de là, bah du coup, juste un petit mécanisme d'addition qui permet directement d'atteindre le produit final. Ok, bah du coup ça conclut à peu près tout ce que j'avais à dire sur la réaction de Reformatsky. On a pu voir le mécanisme, on a pu voir son intérêt de synthèse, donc pour pouvoir améliorer les rendements et pour avoir une réaction un peu plus fine. Et en même temps, ça nous a permis de refaire un rapide détour sur les métaux, sur une interprétation du coup de complexe des organomagnésiens, et du coup pouvoir faire des parallèles entre différents organométalliques, donc entre l'organomagnésian et l'organozincite. Et de manière générale, pour n'importe quel organométallique, je vous conseille de faire des analogies exactement comme on vient de faire là, c'est-à-dire toujours de raisonner sur à quel point est-ce que le carbone sera nucléophile, donc le carbone lié au métal, hein, à quel point est-ce qu'il sera nucléophile, en fonction de la différence d'électronégativité des deux produits. Pardon, des métaux, et du coup du carbone. Voilà, bah du coup moi ça a conclu ce que j'avais à dire, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée.